Bonjour à tous. Donc nous allons voir aujourd'hui comment installer la base de Windows Server et quelques-uns de ses services comme le DHCP, le DNS et l'Active Directory, la gestion Active Directory, qui va passer par la création d'un domaine. Donc voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ici, pour préciser, l'environnement sera sur un environnement sur Proxmox, mais les informations qu'on fera une fois la machine virtuelle lancée sera compatible avec d'autres systèmes de virtualisation comme VirtualBox ou VMware Pro Workstation ou VMware Fusion si jamais vous êtes sous Mac. Donc ici je vais créer une machine, je vais aller assez vite parce que je reviendrai dessus sur le détail de la création de machine dans Proxmox quand vous aurez montré l'installation de Proxmox en lui-même. Donc là je vais faire create VM. Ici donc WinSRV, WinServer 2022, puisque c'est la version avec laquelle je vais travailler. Il y a effectivement la version 2025 qui est sortie, mais je ne l'ai pas encore testée, et la version 2019 sinon, qui est aussi également trouvable assez facilement en entreprise, mais le principe sera le même. Donc ensuite on reviendra dessus, mais je vais chercher dans quel stockage j'ai mon ISO. On précise qu'on est sur un Windows 2022. Là, on indique où on stocke les éléments du TPM et de l'EFI, mais je reviendrai dessus plus en détail. Ici on va mettre SATA, on va l'augmenter légèrement, normalement 32 Go ça passe de stockage, mais j'en mets 40 pour avoir un petit peu plus de marge, sachant que on peut augmenter par la suite le nombre de la taille du disque dur après sans avoir à tout refaire. Ça pareil, quand on sera sur Proxmox, je vous montrerai comment le faire. Je vais lui laisser à 4 Go parce que c'est son minimum. Pour ce qu'on va en faire, ça fonctionnera très bien. Ici les VLAN, on va pas en mettre, je vais rester sur le VLAN, le réseau principal. Je vais bypasser la passerelle que j'ai rajoutée à l'intérieur de mon réseau, et ça je vous ferai une explication par la suite de mon réseau. Donc là il est en train de se créer, il est en train d'installer une nouvelle machine. Ah tiens, je pensais l'avoir... Ah si, voilà, c'est juste que c'était pas encore fini. Donc une fois que j'ai choisi la machine, je vais dessus. Et ici, parce qu'on est sur Proxmox, je vais dans la console. Si vous êtes sur un autre environnement, vous aurez directement la fenêtre, cette console là qui apparaîtra quand vous cliquerez dessus. Donc ici par contre, la remarque que je vais faire s'applique aux autres systèmes aussi de virtualisation. C'est une fois que ça va démarrer, il faudra bien penser à cliquer la souris dans l'écran. C'est-à-dire ici, maintenant que c'est connecté, je clique avec le bouton gauche afin de pouvoir être prêt à appuyer sur une touche. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, la machine va démarrer, vous verrez l'écran pour appuyer sur une touche. Par contre, une fois lancé,
vous ne pourrez rien rentrer comme clavier parce que vous ne serez pas en fait réellement dans la machine. Donc ici je vais le mettre en un petit peu plus gros pour que ça soit plus lisible. Voilà. Donc là après vous choisissez votre langue. On installe maintenant. Pas trop de différence par rapport à la base, ça va pas être très différente par rapport à l'installation d'un Windows classique. Ici on va être sur une démonstration, donc je ne rentre pas de clé de produit. Le Windows Server sera quand même valable pendant 180 jours. Mais voilà, ici c'est l'étape où il faut faire le plus attention. C'est, vous voyez, il propose 4 versions. Donc pour des tests standards, la version standard sera très bien. Mais il faut faire attention à bien choisir avec expérience de bureau. Sinon vous allez vous retrouver sous un environnement avec en ligne de commande et donc à utiliser des commandes PowerShell. Donc ça c'est faisable, mais du coup il faut quand même connaître un minimum de commandes PowerShell et de savoir comment il fonctionne pour arriver à le faire. Donc là c'est pas le but aujourd'hui. Donc on fait suivant. Le data center va surtout permettre au niveau de rajouter quelques éléments de sécurité et de pouvoir créer plus de machines virtuelles à l'intérieur de l'Hyper-V, qui est un programme de virtualisation de Windows. Donc ici on dit personnaliser puisqu'on n'a pas de système encore d'installer. Et ensuite on fait suivant. Donc là j'attends juste de voir que ça démarre et je ferai une coupure le temps de l'installation. Voilà, donc là maintenant dans le processus d'installation, le compte principal qui va être le compte administrateur nous demande un mot de passe. Donc ici il faut respecter au moins une majuscule, 8 caractères et chiffres ou un caractère spécial. Donc ici on va mettre un mot de passe standard, qui devrait normalement passer, qui est tuto 2025, puisque là il va être utilisé juste pour des tutos pour de la démonstration. Donc maintenant notre base de Windows Server est installée. Par contre il y a quelques petites règles quand même, ce ne sont pas des règles vraiment officielles mais des conseils d'utilisation qu'on va voir. Donc déjà ici pour débloquer, si jamais vous êtes sous Proxmox, il faut aller dans le petit A et appuyer sur les 3 boutons ici pour envoyer le CTRL ALT SUPR. Si vous ne faites pas comme ça et que vous passez directement CTRL ALT SUPR en direct, ça va marcher, mais vous allez déclencher aussi l'affichage de la fenêtre de Windows 10 où on peut choisir du coup d'ouvrir le gestionnaire de tâches, de se déconnecter et tout. Donc c'est pas ce qui nous intéresse ici. Sous VMware Workstation, pareil, vous avez un bouton qui enverra directement la commande CTRL ALT SUPR directement à la machine virtuelle. Donc du coup ici on remet le mot de passe pour se loguer. Ici il a découvert un nouveau réseau, donc
On accepte. Mais si jamais vous avez cliqué avant et que vous n'avez pas validé, c'est pas grave. Ça marchera quand même. Donc ici c'est pour montrer qu'on peut utiliser le Windows Admin Center également pour gérer notre Windows Server à partir d'une autre machine, d'un Windows 10, d'un Windows 11 par exemple. Mais ça, on le verra après. Donc là, je coche ne plus afficher et je ferme la fenêtre. Donc ici, on pourrait directement ajouter les rôles qui nous intéressent, mais on a quelques éléments à faire avant. Donc la première chose, on va aller dans serveur local. Et ici, dans Ethernet, on voit qu'il nous a attribué du coup une adresse en DHCP. Sauf que du coup, c'est pas ce qu'on souhaite. Un serveur doit toujours avoir une adresse fixe pour éviter qu'il change. Et comme du coup les machines vont avoir besoin de savoir connaître son endroit, son emplacement, si du coup il change, après vous aurez des problèmes. Et surtout, il y a certains rôles qui ne voudront pas s'installer si vous n'avez pas une IP fixe. Donc on clique dessus, on va dans l'Ethernet, on va dans les propriétés. Donc ici après ça dépendra de votre réseau. Si vous voulez être sûr pour des environnements de test de ne pas avoir de conflit, vous pouvez récupérer éventuellement l'adresse IP qui vous a déjà donnée. Donc en l'occurrence ici la 0120. Mais c'est pas toujours le plus propre non plus, parce que on verra par la suite avec le DHCP qui donne des adresses automatiquement comme là. Si vous la passez en fixe, lui à un moment il verra qu'elle n'est plus forcément utilisée en DHCP, donc il considérera qu'elle est libre. Donc à ce moment-là, vous risquez d'avoir un conflit d'adresse IP, c'est-à-dire deux machines qui auront la même adresse IP. Mais pour cette démonstration-là, on va rester sur la même adresse qu'il nous a donnée. On verra par la suite des outils qui vont nous permettre de vérifier sur un réseau toutes les adresses qui sont déjà utilisées. Ici, la passerelle par défaut, ça sera ma box. On verra par la suite qu'on pourra passer sur un pfSense par exemple, ou un OPNsense, pour être notre routeur qui nous servira de passerelle. Mais ça sera une étape par la suite. Et au niveau du DHCP, on va mettre que c'est le même que la passerelle. Si vous avez un doute quand vous faites des informations, c'est le plus standard de configuration. Vous pouvez rajouter éventuellement, si jamais la passerelle ne donne pas le DNS, de rajouter un serveur auxiliaire comme le 4x1. Vous faites OK, ne cochez pas valider les paramètres en quittant, sinon il va faire des vérifications et la plupart du temps, même si vous êtes sur un serveur, il va vous dire que le DHCP n'est pas activé. Donc ça sert à rien, on sait qu'il n'est pas activé, c'est volontaire. Ensuite, si vous n'avez pas d'IPv6, vous pouvez décocher l'IPv6, puisque de toute façon nous on ne va pas travailler en IPv6, donc autant le désactiver. Bon, ça change rien particulièrement si vous le laissez, c'est pas grave. Donc ici on attend quelques secondes et on voit qu'Internet est revenu. Donc là, comme tout à l'heure, je le redéverrouille. Donc
Donc là il m'a pris les chiffres automatiquement, mais ça arrive que sur VMware ils ne prennent pas les chiffres automatiquement, donc il faut activer le verrou numérique du clavier numérique pour avoir les chiffres. Donc maintenant je retourne dans le serveur local, je vérifie, voilà. Donc ça c'est les deux premières règles principales, c'est de renommer son serveur, de mettre une adresse IP fixe, et en fonction de votre environnement, éventuellement installer les tools nécessaires. Donc là on voit bien qu'il a bien pris mon nom et il a bien pris l'Ethernet. Donc pareil, au niveau de test aussi, si vous faites un gros labo et tout, il conviendra d'installer les mises à jour du serveur avant de commencer à utiliser les services. Ici, on va s'en servir juste un petit peu pour des bases, donc ce n'est pas encore très grave. Mais dans la bonne pratique, avant de commencer à installer différents logiciels et tout, que ça soit sous Windows ou sous Linux, la bonne pratique veut de mettre à jour le système. Moi je le mettrai à jour en arrière-plan plus tard. Donc ici maintenant je reviens dans tableau de bord. Donc on a plusieurs possibilités pour ajouter des services. Soit on va dans le tableau de bord à ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ce menu là nous permettra également de supprimer des rôles par la suite si on s'est trompé de rôle ou que sur un serveur il y a un rôle qu'on ne veut plus utiliser, parce qu'on redispatche en plusieurs serveurs. Donc on verra comment le supprimer. L'autre façon, vous pouvez aller dans gérer, et là vous allez trouver ajouter des rôles ou supprimer des rôles. Et après, un peu plus avancé, on a ajouté des serveurs ou créer des groupes de serveurs si on a plusieurs serveurs sous Windows, serveurs qu'on va pouvoir gérer à partir d'un seul. Mais pour l'instant là ici on va rester sur du simple avec un seul serveur. Donc je vais ajouter rôle et fonctionnalités. Ici c'est le lien pour si je veux supprimer les rôles. Si vous en voulez plus de cette page là, vous pouvez directement cliquer ici, mais là je vais la laisser. Ensuite ici pour l'instant on va utiliser installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Les bureaux à distance, on reviendra dessus sur les principes et peut-être on essaiera de le mettre en place. Mais au moins on reviendra sur les principes. Ici on choisit le serveur sur lequel on veut faire l'installation. Comme on n'en a qu'un seul, le choix est rapide. Et ici du coup c'est les différents rôles qu'on peut installer sur un serveur. J'arrive du coup à l'avoir en entier. Donc ici on va pas s'installer, on va pas tout installer ni s'occuper de tout. Là les trois qu'on va s'occuper dans un premier temps, ça va être le serveur DHCP, c'est le serveur qui va nous permettre de configurer des plages pour donner des adresses automatiquement à des machines. Je reviendrai plus sur l'explication d'un rôle DHCP par la suite, dans une vidéo à part. La configuration on la fera là, mais l'explication du rôle un peu plus en détail, je la reprendrai avec un autre petit schéma dans une autre vidéo. Ensuite le serveur DNS, puisque pour fonctionner un domaine Windows a besoin d'un DNS.
enfin un domaine tout court, a besoin d'un DNS pour faire la liaison. Donc si jamais vous oubliez de cocher le serveur DNS, mais que vous cochez quand même ici le serveur ADDS, Active Directory, c'est pas grave. Donc ici, cette fenêtre, ça c'est des outils qu'il a besoin pour bien fonctionner. Donc vous les ajoutez directement, il les mettra. Donc je disais, si vous avez oublié de cocher le DNS au moment où vous cochez le service Active Directory, ce n'est pas grave, puisque le service Active Directory ira automatiquement installer le serveur DNS. Mais la raison pour laquelle je le clique tout de suite, c'est que j'ai remarqué que la vitesse d'installation est plus rapide quand on coche directement le serveur DNS ici que quand il va le chercher automatiquement par la suite. Un autre point où qu'on verra plus dans le détail, ça sera le Windows Deployment Service. Mais je le rajouterai par la suite. Ça permettra de revoir ce menu-là. Donc ensuite je fais suivant. Ici, c'est des fonctionnalités qu'on peut rajouter, mais on va pas s'en occuper. Il a déjà rajouté automatiquement les éléments qu'il a besoin. Donc là, il vous fait un petit rappel de qu'est-ce qu'un serveur DNS, mais je reviendrai dessus. Mais il vous met surtout les prérequis, donc au moins une adresse IP statique sur le serveur. Et planifier un peu, normalement, avoir un plan de votre réseau pour savoir quelles machines vont être exclues potentiellement des sous-réseaux, et ainsi de suite. Donc ça peut être un plan fait soit à la main, soit fait sous paquet traceur ou sur FNG ou GSN 3 au choix. Ce que je vous montrerai dans une autre vidéo, pareil, ça sera l'utilisation de paquets traceur pour faire des tests de réseau. Donc là, si on est sur un environnement de test, on peut cocher cette case-là. Donc là, il vous demande de bien confirmer, parce que si vous êtes sur un environnement de production, si vous faites ça, eh ben vous courez le risque que votre serveur redémarre sans que les gens ne soient au courant. Et du coup, vous risquez d'entraîner des pertes de données. Surtout si vos utilisateurs utilisaient des bases de données qui peuvent être assez strictes au niveau des accès et de l'écriture et qui peuvent casser si l'écriture est mal faite. Mais ici, on va le faire. Sachant que normalement, pour ces trois modules-là, il n'y a pas nécessité que le serveur redémarre de toute façon. Donc maintenant on fait installer. Et on attend un petit peu que l'installation se fasse. Donc ça c'est vraiment les trois rôles de base du serveur que l'on va voir. Bon, là ici je laisse la fenêtre en cours de route, mais ces installations se font en arrière-plan, donc si besoin on pourrait déjà refermer cette fenêtre et aller voir ailleurs. Mais ici je vais pas essayer de ne pas mélanger trop les choses, donc je laisse.
ici maintenant vous voyez il nous met installation réussie sur Win 2022. Donc on fait fermer. Et ici vous voyez que maintenant il y a un drapeau avec un point d'exclamation parce qu'il y a des éléments à changer et qui pourra attirer notre attention. Donc maintenant c'est ça que l'on va voir. On va cliquer ici, donc là où il y a le point d'exclamation jaune qui attire notre attention. Donc là vous allez remarquer une différence de résolution parce que du coup pour avoir une meilleure qualité au niveau de la souris et tout, là je suis passé directement par le bureau à distance. On peut le voir par l'affichage de cette fenêtre. Donc je referai une petite vidéo aussi sur comment activer l'accès au bureau à distance et comment s'y connecter. Donc ici il y a deux points qui demandent notre attention. Le premier, terminer la configuration du DHCP, ça j'y viendrai après. Et la deuxième, c'est la promotion du serveur en tant que contrôleur de domaine. Ça c'est le point principal. Parce que tant que vous n'avez pas fait cette étape-là, votre serveur sera juste un serveur, une machine standard avec des rôles supplémentaires. Mais on peut très bien utiliser un serveur pour gérer des rôles DHCP et DNS par exemple, ou déploiement, sans forcément que votre serveur appartienne à un domaine. Mais en général, la majorité du temps, votre serveur sera dans un domaine. Donc du coup, on fait la promotion, c'est-à-dire qu'on va lui donner des droits supplémentaires, on va lui l'élever en fait dans les tâches qu'il peut faire pour pouvoir qu'il contrôle le domaine. Donc ici sur cette fenêtre, il faudra bien faire attention aux trois éléments qui sont ici. Le premier, c'est pour ajouter un deuxième contrôleur du domaine sur un domaine qui existe déjà. Donc c'est-à-dire qu'on peut ajouter plusieurs ordinateurs qui permettront de contrôler le domaine, notamment pour ce qu'on appelle la haute disponibilité, ce qui permet que si un serveur tombe, il y ait un autre serveur qui possède tous les éléments aussi, pour que les utilisateurs ne soient pas, ne remarquent rien et que tout continue à fonctionner normalement. Sauf éventuellement une très petite réduction de délai, augmentation de délai de réponse entre les deux. Ensuite, ajouter un domaine à une forêt existante, c'est-à-dire qu'on a déjà un domaine, test.home par exemple, et on veut rajouter 2025, un sous-domaine qui s'appelle 2025, pour que ça nous donne un domaine qui soit en 2025.test.home. Et donc là pareil, il faut qu'il y ait déjà le domaine qui existe, sauf que actuellement nous n'avons pas de domaine. Donc on va faire ajouter une nouvelle forêt. Donc ici c'est là qu'on va donner, et j'ai dit je vais mettre test.home. Donc il y a quelques règles quand même à prendre en compte quand on va créer le domaine. C'est d'éviter pour des problèmes de conflit, de mettre un domaine qui existe aussi sur internet. Donc éviter des .rf, des .org et tout, sauf dans le cas où vous possédez également ce nom de domaine. Donc à ce moment-là, vous pouvez éviter des soucis de conflit. Mais en général, quand on fait en interne, on met du .home, .lan, .maison, .local. Enfin, .local, maintenant, ça s'est amélioré, mais il faut l'éviter. Parce qu'il y a déjà lui-même en interne, même sans DNS, où il va se référer en .local. Voilà, donc là je vais mettre test.home.
Donc on fait suivant. On attend quelques secondes, on peut voir ici le défilement, le chargement. Alors, niveau de fonctionnel de la forêt. Donc ça, si vous faites un nouveau réseau, normalement vous ne devrez pas avoir à vous en occuper. Mais si par contre vous intervenez sur un réseau existant, qui aurait par exemple un Windows Server 2012, et que ce serveur doit continuer à fonctionner en parallèle du serveur que vous êtes en train de mettre en place, à ce moment-là, il faudra modifier le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine pour inclure la version la plus basse par rapport aux différents serveurs. Si vous ne faites pas ça, vous risquez des problèmes de communication entre vos deux serveurs, ce qui va vous poser des soucis. Donc ça, en général, on ne touche pas à ces deux éléments-là, sauf que le catalogue global, normalement, lui, n'est disponible que sur un seul contrôleur de domaine. Pas les deux à la fois, c'est le catalogue vraiment qui connaît toutes les infrastructures, tous les éléments de l'Active Directory. Et ça, contrôleur de domaine en lecture seule, ça on va plutôt le cocher si on veut faire justement de la redondance, où tant que le premier serveur répondra, le deuxième récupérera des données, mais on ne pourra pas écrire à la main de nouvelles données. Ça sera uniquement de la réception de données du premier contrôleur. Ici, c'est un mot de passe à mettre en cas de souci. Donc là, je mets le même que pour mon administrateur pour simplifier les choses, mais ce n'est pas obligé de mettre le même. Donc ensuite on fait suivant. Ici, on ne peut pas créer de délégation parce que de toute façon on n'a pas d'autres serveurs DNS d'installer. Donc on continue. Le nom de NetBIOS va correspondre en fait à la partie avant vos utilisateurs, c'est-à-dire votre nom de domaine. Donc étant donné que nous on a appelé test.home, du coup ici le nom de NetBIOS sera test. Si vous changez de nom de domaine, bah, ça s'adaptera. Donc en général, il n'y a pas 95% du temps, il n'y a pas besoin de le changer. Des fois, si on rajoute des domaines en fonction de ce qu'on a mis, il peut potentiellement y avoir un conflit. Donc à ce moment-là, il faudra réadapter. Ici, donc ça c'est des répertoires spéciaux où Windows va stocker des éléments, notamment pour les GPO et certains partages particuliers. Donc normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher. 99% du temps, il n'y a pas besoin d'y toucher. Mais si après votre infrastructure est différente, bah du coup il vous faudra adapter en l'occurrence. Donc ici, on nous fait un petit résumé de ce qu'on a rentré. Donc comme ça, vous pouvez revérifier les informations. Et vous voyez ici, on a une information qui s'appelle afficher le script. Donc si on va dessus, que je vous le zoome un petit peu, ça c'est le script que vous auriez dû taper si vous étiez justement dans le mode sans expérience de bureau. Et donc on retrouve nos éléments. Donc l'importation du module ADDS, l'installation d'une nouvelle forêt,
ne pas créer la délégation DNS. On retrouve l'emplacement de la base de données. Le domaine mode, ça c'est du coup parce que j'ai changé la forêt, le niveau de la forêt. Donc on voit qu'il l'a bien pris en compte, là aussi. On retrouve notre domaine qu'on veut. Donc voilà, c'est ce qu'il aurait fallu coller dans le Windows pour pouvoir l'installer sans interface, sans interface graphique, sous PowerShell. On pourrait très bien, si on le souhaitait, récupérer ce script et le lancer même en mode graphique en PowerShell directement. Bon, ça n'a pas spécialement d'intérêt puisque là il l'a déjà fait, mais voilà. C'est pour montrer que si vous voulez, vous pouvez récupérer ce script-là et par la suite faire un essai de le déployer en ligne de commande directement. Donc là, on va faire suivant. Il va vérifier que tout est correct pour pouvoir s'installer. Donc là, il peut y avoir du jaune. C'est pas grave, ça n'empêchera pas. Et donc du coup, comme là, c'est en vert, maintenant il nous propose d'installer. Ici, vous pouvez voir un petit peu l'avancement. Vous avez la barre d'avancement ici. Et un petit peu ce qu'il fait. Donc ça, normalement, là, il va du coup redémarrer l'ordinateur. Mais bon, sachant que cette étape-là, normalement, la création de passer un domaine, c'est une opération qui se fait en premier. Donc du coup, là, normalement, vous n'avez pas le problème d'utilisateurs qui sont déjà connectés à votre serveur. C'est une opération que vous faites pendant le labo, la préparation, avant de mettre réellement en production votre serveur. Donc là, je fais fermer. Bon, comme j'ai discuté, du coup, il a fermé automatiquement. Et ici, on a la fenêtre de connexion bureau à distance, puisque du coup, comme le serveur est en train de redémarrer, et bah du coup, on ne peut pas se connecter. Enfin, on ne peut plus se connecter à distance. Et si je reviens ici dans la page, dans la console de Proxmox, on voit effectivement qu'il est en train de redémarrer et qu'il va du coup faire ses étapes pour... Voilà. Une fois le serveur redémarré, du coup, on va confirmer que le serveur est bien passé dans l'AD en allant dans serveur local. Si tout a bien fonctionné, vous devez avoir test.home qui apparaît. Et donc, à partir de là, cela signifie que votre ordinateur est bien dans un domaine. Et à partir de là, du coup, on pourra, si on crée des utilisateurs, ce qu'on fera après, on pourra du coup utiliser ces utilisateurs-là pour se connecter à partir de n'importe quel ordinateur qui sera relié au domaine. Donc maintenant, on va enlever le dernier message d'avertissement qui concerne le DHCP. Comme ça, ça sera fait. Donc pourquoi je n'ai pas fait ça la première fois? C'est parce qu'en fait, quand on passe sous un domaine, sinon on est obligé de refaire d'autres manipulations que je vous montrerai également. Parce que quelquefois il arrive que ce message n'apparaisse pas ou disparaisse quand on passe sur le domaine. Donc là on va se terminer la configuration DHCP. On fait suivant. Et ici, si vous êtes avec l'utilisateur administrateur, normalement c'est directement marqué test/administrateur. Si vous êtes connecté à qui est administrateur du domaine quand même,
vous aurez donc test et votre nom d'utilisateur. Par contre, si vous n'êtes pas avec l'administrateur, il y a de fortes chances qu'il y ait un échec, même si des fois, je sais pas pourquoi, même si on met dans le bon groupe, le groupe d'administrateurs DHCP et clients DHCP, ça a tendance à rater quand même. Donc le plus simple, c'est de s'identifier directement en tant qu'administrateur. Donc là, on y est déjà, on fait valider. Par contre, en général, non, une fois, si on veut faire les choses propres, on peut, en général, on passe du coup sur un autre administrateur. Et on n'utilise plus le compte administrateur qui est vraiment celui qui a tous les droits possibles dès le départ. Par contre, on n'oublie pas de lui mettre un mot de passe et de stocker ce mot de passe en sécurité pour que personne ne puisse le trouver et l'utiliser, donc du coup pour faire de gros dégâts dans toute votre infrastructure réseau, ou du moins dans une partie de l'infrastructure. Donc voilà, là c'était la base du coup de l'installation et de la création d'un domaine sous un Windows Server 2022. Cette opération est valable aussi bien sur un Windows Server 2016-2019 et normalement également sur un Windows 2025. On devrait normalement retrouver la même chose, il faut juste que je le teste pour confirmer. La seule différence, en tout cas au niveau de l'interface, c'est que sur un Windows Server 2025, nous serons sur un mode Windows 11. On sera plus sur un mode Windows 10 dans la présentation. Mais ça ne change pas le principe de fonctionnement des outils, ni la gestion du serveur, du menu de gestion de serveur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura déjà éclairé. Et du coup, sur d'autres vidéos à venir, seront sur le serveur DHCP et sa configuration de base, et la configuration de base également du serveur DNS. Merci et à bientôt.